Donc, ce qui s'est passé hier et qui continue à se passer aujourd'hui, c'est une défaite majeure pour Donald Trump. Alors je sais, évidemment, cela ne signifie pas que Donald Trump va changer du jour au lendemain. Évidemment, il est à l'origine de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, je voulais vous remontrer parce que au moment où il déclare qu'il aime, c'est le terme qu'il a utilisé, he loves la famille de Alex Pretty et la famille de René Good et qu'il aime tout le monde en tant que président des États-Unis. N'oublions pas que je crois que c'était le 13 janvier dernier, le genre de message qu'il publiait sur Minneapolis, sur les réseaux sociaux, sur Truth Social, qui était repris par le compte officiel de la Maison-Blanche en disant The day of reckoning and retribution is coming. Retribution, ça veut dire vengeance. Donc voilà, c'était encore un mail ou un message où il s'attaquait à la ville de Minneapolis, évidemment à Joe Biden au passage. Il s'attaquait au maire de Minneapolis, il s'attaquait au gouverneur du Minnesota. Et donc il terminait en disant voilà, le jour de la vengeance va arriver. C'était pas la purge. Mais on n'était pas loin de ça. Donc ne l'oublions pas, à un moment où Trump essaye se repositionner dans cette espèce d'image qu'il n'a jamais réussi à tenir, je vous le rassure, de grand-père, père de la nation qui aime les États-Unis et qui cesse désormais de se teindre les cheveux. Alors, c'est ce qu'a dit un de ses conseillers hier pour montrer que désormais, il a aussi un certain âge et que donc avec une certaine sagesse. Donc, n'oublions pas tout ça. Donc, hier, oui, ça a été une défaite. Le combat n'est pas terminé, mais c'est vraiment une défaite. C'est une victoire des Vaguelettes, des habitants évidemment du Minnesota, mais aussi toutes les personnes qui ont partagé toutes ces images-là. Hein, il ne faut pas oublier que c'est grâce à ces images-là que tout a été passé. Évidemment, on est toujours dans une situation tendue aux États-Unis, ce que Gavin Newsom appelle Code Red, hein, en nous disant, il a répété à Davos, on va voir ce court extrait, que c'est l'alerte rouge aux États-Unis. C'est pas parce que Donald Trump vient d'avoir un échec sur la scène internationale et là un échec aux États-Unis que la situation a terminé. On va écouter tout de suite Gavin Newsom. I want to show you something. Our country become unrecognizable in a matter of months, just not years. It is code red, blinking red in the United States of America. So forgive me, I feel this with passion, some indignancy, as someone frankly has taken it for granted all of these years. And it's why I came here to Davos to call it out. We're at the 250th anniversary of the United States of America this year. It's the 250th anniversary. The best of the Roman Republic, Greek democracy, co-equal branches of government, the rule of law, popular sovereignty. Tell me that reflects the America you read about today. There's no rule of law. It's the rule of dawn. I hope for Europeans, it's dawning on you. It's not the rule of law. You don't have co-equal branches of government. You have a supine Congress. You don't have a Speaker of the House. It doesn't exist. Popular sovereignty being challenged every single day by voter suppression, trying to rig elections. I mean, heck, Donald Trump tried to steal the last election, tried to light democracy on fire, and then pardoned everyone that participated in that. Is anyone paying attention? Donc oui, les propos de Gavin Newsom sont justes et oui, ce sont des propos dont on se fait écho ici depuis bien longtemps, depuis même avant que Donald Trump soit devenu président d'ailleurs. Mais hier, Donald Trump a essuyé une défaite. Il a essuyé une défaite grâce à toutes ces vaguelettes et c'est extrêmement important. Parce que, comme le 4 novembre avait été un moment qui démontrait que le pouvoir des urnes pouvait changer les choses, hier, Donald Trump qui vire, on va y revenir, Greg Bovino, et qui change de ton
avec Tim Walz et Jacob Frey et qui demande le retrait de la Border Patrol, même si ICE a continué à faire des opérations aujourd'hui, c'est pas forcément la même chose. C'est aussi la preuve pour les citoyens américains, tous ces citoyens américains qui souffrent, tous ces citoyens américains qui sont révoltés par ce qui est en train de se passer, tous ces citoyens américains qui sont allés manifester, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur métier, tous ces Américains, désormais, ils savent que le géant, cette espèce de monstre, cette montagne tellement difficile à escalader dont je vous parlais tout à l'heure, bah finalement, il est faillible. Finalement, il est faillible. Donald Trump peut avoir les milliards, Donald Trump peut avoir le pouvoir fédéral, Donald Trump peut avoir l'armée, Donald Trump peut avoir X, Donald Trump peut avoir Truth Social. Mais dans la réalité, Donald Trump n'est plus invincible. Et quand vous voyez la une ce matin du Drudge Report, c'est exactement ce symbole-là. Trump étant... Alors, il y a plein de jeux de mots ici. On parle de retraite comme une retraite militaire. C'était la bataille de Minneapolis et Donald Trump l'a perdue. Hein, on va rentrer dans regardez ce titre au niveau de la retraite. Lorsque on voit le mot retraite, c'est pas de retirement en anglais, la retraite, c'est the retreat. Comment l'administration Trump a perdu ce week-end. Hein, lorsqu'on compte c'était quelque chose que l'administration Trump, c'est pour ça qu'il y avait toujours ce mouvement en permanence depuis l'arrivée au pouvoir en 2017, c'est de se dire il faut mener la présidence comme une campagne électorale, et dans une campagne électorale, la campagne électorale ne va pas durer 365 jours, ça va être 365 journées, et nous devons gagner chaque journée. Là, l'administration Trump, depuis samedi, multiplie les défaites. C'est vraiment extrêmement important de comprendre ça. Il y a donc cette obligation de reculer. C'est une défaite pour Donald Trump, et ce n'est pas que les journalistes qui le disent. C'est une défaite aussi, une humiliation publique, raconté Politico ce matin, pour Kristi Noem. Hein, pour Kristi Noem, donc on a... est-ce que tu peux mettre les articles? Merci. Voilà, vous allez le voir, c'était Politico en disant que déjà, elle était skating on thin ice, donc déjà qu'elle évoluait sur de la glace, évidemment, jeu de mots très fine. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est une humiliation publique pour elle, humiliation politique. Et du côté de Politico, qui a de très bonnes sources politiques, on dit que dans la réalité, le message est passé à la Maison-Blanche que beaucoup de républicains sont prêts à la lâcher. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est extrêmement important en termes d'impeachment. C'est que les républicains sont prêts à lâcher. Pour l'instant, Donald Trump ne le veut pas, parce que, regardez, on explique qu'il y a toujours cette détermination de dire que je ne cède pas, parce que sinon l'opposition va s'emparer de cette défaite en disant « Regardez, il est faillible ». Mais en fait, les éléments de ces 3 derniers jours démontrent exactement que ça. Alors, pour sourire 2 secondes, le remplaçant de Kristi Noem ou la remplaçante est déjà prévue. On a même la première photo. Regardez, voilà. C'est Marco Rubio. Ah bon? Non. C'est pas Marco Rubio. Non. Si, c'est bien sûr que c'est Marco Rubio. C'est Marquette Roubiette. Donc voilà, c'est pour remplacer Kristi Noem, parce qu'évidemment, vous le savez, c'est le running gag. Hein, c'est l'homme qui a le plus de fonctions. Vice-roi, futur vice-roi de Cuba, vice-roi du Venezuela, archiviste des États-Unis, secrétaire d'État, etc. Non, c'est même pas...
C'est même pas des blagues. C'est pas mal, non? Ouais, j'aime pas. Non, mais en tout cas, voilà. Donc, défaite majeure. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est donc humiliation publique, c'est que, comme le soulignait The Atlantic ce matin, ce qui s'est passé du côté de Minneapolis, non seulement ça a démontré, ça a démontré que Donald Trump était faillible, mais que le mouvement MAGA l'était en général. Parce que ce mouvement MAGA, en permanence, partait du principe que l'opinion publique américaine était, prête à adhérer à leurs idées, c'est-à-dire qu'ils représentent, la base MAGA représente une minorité et ils ont toujours été convaincus que le public américain glisserait de plus en plus vers la droite et rentrerait dans le moule et accepterait leur idée-là. Que deuxièmement, la violence, la force ferait que le public américain ferait le dos rond, baisserait les bras et ne résisterait pas. Et ce qu'il vient de se passer, c'est exactement ça. La photo d'ailleurs à côté, Thomas, la retraite, pour moi, elle illustre, c'est la photo qu'avait choisie The Atlantic, elle est extraordinaire. C'est regarder des membres de la Border Patrol qui sont en train de quitter une rue et qui sont poursuivis par... Il ne faut pas montrer ça à Greg Kelly sur Newsmax, qui sont poursuivis par des résistants, par des vaguelettes qui sont simplement en train de les filmer. Cette photo est extraordinaire, non? Oui. Ouais, il est roulé dessus. Les sifflets, il n'a pas un sifflet, donc c'est bon, légalement, c'est bon. C'est ni un téléphone, ni un sifflet, donc il est dans ses droits. Ah, elle est folle, cette photo. Donc cette... ouais. Là, c'est super de voir le pouvoir. Vous avez 3 gars armés jusqu'aux dents avec regardez tout ce matériel et derrière il y a juste quelqu'un qui n'a pas peur, Non. qui les chasse quoi. Ça devrait être le contraire, on penserait. Donc, cette victoire, et qui est une victoire, ça rejoint un petit peu le message aussi de AOC tout à l'heure. Donc, cette victoire pour la démocratie, cette victoire pour les États-Unis, cette victoire pour la décence, on parlait ici de combat moral, et donc cette défaite, c'est aussi ce que remarquent et disent les agents de ICE. Je vous parlais tout à l'heure de Ken Kiplestein, qui est donc le spécialiste américain, journaliste indépendant, qui est le spécialiste américain justement de la Border Patrol et de ICE, et qui a des sources assez folles. Ce matin, il avait ce tweet où il expliquait que, parce que justement, il a publié un article sur comment ce qui se passe du côté de Minneapolis et ce qui s'est passé depuis la mort de Alex Pretty est vécu à travers les rangs de ICE et de la Border Patrol, et du côté des influenceurs MAGA, vu qu'il cite énormément de monde, on disait il faudrait quand même qu'il révèle ses sources. Et dit, les mêmes gens qui nous disent qu'il ne faut pas doxer les agents sur le terrain, qu'il ne faut pas dire le nom de Jonathan Ross par exemple, sont là à dire mais non, mais ça serait bien, on voudrait savoir c'est qui donne ces informations et ces documents. Il a publié par exemple un mémo de la Border Patrol qui démontrait que la Border Patrol avait reçu les ordres de dire on va continuer tout le mois de février. Et que donc, ce qui montre combien en quelques heures tout a changé, parce que ce matin, la Border Patrol est en train de quitter, totalité ou pas totalité, on verra, mais en train de quitter Minneapolis. Donc, il a accès aux documents et il a accès aux témoignages. Et donc, hier, il a fait cet extraordinaire article. Donc, on va vous donner, on va vous faire gagner dans notre émission pour célébrer les 44 444 et les 10 millions. On va vous offrir des abonnements pour son compte, ce qui vous permettra de mieux vous informer et de soutenir son travail. Vous voyez, c'est du gagnant-gagnant. Et donc, il détaille cet état dans lequel se trouvent aujourd'hui les agents de ICE. Il révèle que, par exemple, depuis 2 jours, les seules réunions d'état-major, ce sont des réunions avec des avocats.
ce sont les avocats qui travaillent pour l'administration, qui sont envoyés par la Maison-Blanche pour leur dire, bah voilà, C'est maintenant, il va vraiment qu'on fasse attention parce que tout est documenté. Il vient d'avoir la mort d'Alexis Pretty. Il va falloir qu'on fasse par rapport à ça parce que justement, pour pas terminer tout à l'heure, on a vu cette illustration du côté de Nuremberg, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on avance dans ce formidable papier et il explique que, en fait, du côté, on parle des agents, avec l'exception, il a fait plus loin là, on parle d'agents de carrière qui sont là depuis plus de 5 ans, certains 10 ans, 15 ans. On ne parle pas des nouvelles recrues. Il va nous donner quelques informations des nouvelles recrues. On est en rupture complète avec ce qu'est en train de faire la Maison-Blanche. Cette volonté de dire que c'est que des antifas, des terroristes, en expliquant que non seulement c'est complètement faux, mais qu'au-delà de ça, ça met leur mission dans autre chose. Eux ont le sens qu'ils font leur travail et qu'ils vont aller chercher des immigrés sans papier, c'est leur définition de leur mission, mais que du coup, on les transforme en police politique et en expliquant cette police politique, elle n'est pas inventée par les opposants, mais elle est inventée par la propagande de la Maison-Blanche qui nous a transformés malgré nous en police politique. On est vraiment dans cet esprit-là, et donc il souhaiterait que la Maison-Blanche arrête, et ça, tout ça, c'est l'expérience, c'est pas l'expérience, c'est l'héritage de ce que fait Kristi Noem dès son premier jour. On se rappelle toutes ces images où elle était déguisée en Ice Barbie, c'est vraiment cette idée en permanence de tout transformer en séquence télé, en clip viral pour les réseaux sociaux. Et donc, sur le terrain, tout le monde dit c'est complètement ridicule ce qui est en train de se passer. La seule motivation, donc soit vous allez voir, on a des gens qui viennent directement des milieux néo-nazis, Proud Boys, on s'en est rendu compte sur le terrain, vous allez voir la manière dont Ice en parle, ou soit il y a des gens, ils sont là que pour l'argent. Ils se disent, parce que en ce moment, au Minnesota, les personnes qui sont sur le terrain, la personne qui a tué Alex Pretty, dont on ne connaît toujours pas le nom, dont même les autorités du Minnesota ne connaissent pas l'identité, ça a été confirmé ce matin par Tim Walz. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent que ces gens-là, leur seule motivation, c'est l'argent, parce que ce sont des volontaires. On n'a pas assez, il y a près de 3000 personnes sur le terrain actuellement, donc évidemment, on a épuisé les ressources locales. Du côté des agents du FBI, on ne veut plus venir. Du côté des gens d'expérience et des vétérans, on préfère prendre des retraites anticipées ou de dire non, je ne veux pas aller sur le terrain. Donc, résultat, on se retrouve avec le terrain, soit avec des personnes qui sont des suprémacistes blancs, soit qui sont là parce qu'on se dit, tiens, j'ai une prime de déplacement, je veux avoir cet argent-là, ma seule motivation, c'est mes primes, y compris, il a été le premier à le révéler il y a quelques jours, des primes aux arrestations. À chaque fois qu'un agent de ICE arrête quelqu'un, même s'il est relâché quelques jours plus tard, il reçoit une prime du gouvernement. Et donc, il y a cette volonté de faire du chiffre en permanence. C'est ce que vous a montré hier, c'est que le budget d'ICE était de 9,9 milliards l'année dernière et cette année est de 75 milliards de dollars. Donc, vous voyez une augmentation hyper forte dans le budget, et donc bien sûr on vous a raconté ça, des bonus de jusqu'à 50 000 dollars à la signature, où on va vous faire des prêts, vous arrêtez les crédits que vous devez payer, et surtout c'est des agents qui sont pas vraiment formés, où on a 47 jours de formation avant d'être envoyé dans le terrain, sur le terrain armé avec une mission, en disant arrêtez le maximum de personnes possible. C'est ce que cet agent-là a dit, quelqu'un qui est dans ICE depuis un moment, que les nouveaux sont des idiots. donc la plupart
des agents de ICE que Glenn Klippenstein a interviewé ont cette opinion-là en disant que les nouveaux sont des idiots. Ouais, non seulement il a interviewé des agents, mais il explique qu'il a accès à un groupe, et ils le savent, à un groupe de discussion où il y a plusieurs dizaines d'agents de ICE qui commentent ce qui est en train de se passer. Et donc, il a vraiment énormément d'informations. On va continuer. Donc, ce sont des idiots. Qui en plus dit voilà, regardez la manière dont on en parle. On dit voilà, ce sont des gens qui ont un passé pretty sketchy, ce qui veut dire vraiment pas très recommandable. Et la manière d'en parler, c'est de dire ils ont des tatouages étranges. On parle de quoi ici? Il développe plus loin Qu'est-ce dans que son ça article. pourrait être? Évidemment, ces tatouages, on ne parle pas ici de XF, mais pas loin, ce sont des tatouages nazis, ce sont des tatouages de suprémacistes blancs, de signes de milices, il en parle de signes de milices américaines, Proud Boys, Free Pointers, tous ces gens qui étaient Free Percenters, tous ces gens qui étaient au Capitole le 6 janvier. Et il explique que, par exemple, aussi, ce sont des gens qui boivent en service. C'est-à-dire, on est loin de ce que l'on devrait, de l'image que l'on voudrait donner. Et je vais vous montrer ça. On va faire une pause dans l'article de Kim Hudson, une illustration, lorsqu'il dit voilà, ce sont des idiots qui ne respectent pas notre code éthique. Non, dans le même dossier, Thomas, dans notre code éthique, notre code moral. Ils n'ont pas d'expérience. Ce sont des idéologistes. Ils sont suprémacistes. Hier, il y avait des manifestants qui faisaient du bruit en bas d'un hôtel, c'est l'habitude tous les soirs, où dormaient les agents de ICE. On va regarder la réaction d'un de ces agents de ICE. On est en plein dans le portrait. Il raconte, Kim Bernstein, comment ils boivent en fonction lorsqu'ils sont en train de surveiller des personnes qui ont été arrêtées, etc. etc. Vas-y, Thomas. Our country come on. Ah tiens, il nous a fait un geste présidentiel à la fin. Ouais, mais en tout cas, ce sont des agents fédéraux. Ce sont des agents fédéraux. Et c'est ce que le reprochent les vétérans de ICE en disant nous, pendant des années, on s'est tenu à un standard qui a toujours été le standard des agents fédéraux en termes à la fois d'apparence et de relations avec le public. Et aujourd'hui, ces jeunes qui arrivent, on n'ont strictement plus rien à faire. Et ces images hier soir, c'est exactement ça, non? C'est censé être des gens qui représentent le pays, qui représentent les Américains aussi. Et c'est certain que c'est devenu cette espèce de nous contre eux. Et en plus, quand on voit ce genre d'images-là, on a vu toutes ces vidéos après la mort de Renee Good, des agents qui venaient provoquer des manifestants en disant ben voilà, vous n'avez pas appris votre leçon, et ci et ça, c'est pas du tout le niveau de standard qu'on devrait avoir des agents qui travaillent pour le pays. Non, ça c'est certain. Donc on va continuer dans cet article. Dans cet article-là, en disant que le problème maintenant, c'est que d'avoir installé ce narratif en expliquant que c'était nous contre des terroristes, on se dit, on va être, je vous en parlais il y a quelques jours, la peur, c'est d'être visé par des personnes qui vont vouloir répondre à cette image-là. Lorsqu'on a vu l'arrivée de personnes qui portent des armes dans ces manifestations, alors que d'un autre côté, c'est un mouvement contrôlé et on a vu les manifestations de vendredi dernier avec des dizaines de milliers de personnes, dans les rues de Saint-Paul et de Minneapolis où il n'y a pas eu d'incident. Mais la crainte aujourd'hui des agents, c'est que cette inflammation rhétorique menée par Stephen Miller qui parle de massacre, par Kristi Noem et par l'image que représentait Bovino,
que cela entraîne le reste, cela entraîne d'autres débordements et qu'ils s'en retrouvent cette fois-ci du mauvais côté en disant, voilà, on est complètement en train de devenir parano. Et sur ce qui vient de se passer, le départ de Donald Trump, et là c'est important, on ne parle plus de médias de gauche, médias de droite, qui parlent de défaite pour Donald Trump, de retraite de Donald Trump, d'échec de Donald Trump. Regardez comment les agents de ICE parlent de cette bataille en disant « c'est le moment de quitter le Minnesota, nous avons perdu la bataille ». Ce sont des gens qui, dans le même article, expliquent qu'ils sont pour l'administration. Ils ont voté Donald Trump et demain, ils voteront encore républicains et ils soutiennent ces efforts de mass deportation. D'accord ? Ce ne sont pas des gens qui sont du jour au lendemain se disent non, non, nous, on va voter démocrate. Vraiment, ils sont à ce niveau-là. Et ils considèrent que la bataille est perdue. Donc, on en revient à ce que je vous disais en ce début. Donc, évidemment, Donald Trump est toujours au pouvoir. Il y aura d'autres défis. Il y aura d'autres batailles. Mais Donald Trump, comme il a perdu la bataille électorale du 4 novembre dernier, le lundi 26 janvier, il a perdu la bataille du Minnesota. Le Minnesota a gagné, les vaguelettes ont gagné, la démocratie a gagné et ont démontré aux yeux de tous les Américains que le géant de la Maison-Blanche n'était pas infaillible et c'est le plus important. À tout de suite.